Assina Sema, bonjour. Vous êtes experte en genre et diversité et vous êtes également l'autrice un rapport qui a été commandé donc par le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce rapport, vous avez essayé de déterminer en quoi la crise sanitaire que nous vivons actuellement accentuait les inégalités. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué à réaliser ce rapport puisque l'histoire est en train de s'écrire. Bah, effectivement, c'est pas facile et c'est pour ça que ça, je le note quand même pas mal de fois, aussi bien dans le rapport que dans les documents annexes et divers résumés. C'est une pandémie qui est en cours. Ça veut dire que les données, aujourd'hui, elles nous donnent des tendances. Donc, on a un petit recul d'un an. On a des tendances, mais on ne sait pas si ces tendances-là vont se vérifier au long cours. Et du coup, voilà, il y a des chiffres qu'on a pu compiler et trouver, mais on insiste sur le fait qu'il faut être quand même précautionneux, précautionneuse dans l'interprétation de ces données. Au niveau de l'emploi, déjà, les femmes sont un peu moins présentes sur ce marché de l'emploi. L'emploi, évidemment, il a été mis en difficulté pendant la pandémie, enfin, il est toujours mis en difficulté. Là, on se rend compte aussi, il y a un chiffre qui est très interpellant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont disparu de ce marché de l'emploi. Il y en a 4100. Euh, Comment vous expliquez ça et où est-ce qu'elles sont passées? Mais effectivement, ce qui moi m'avait quand même assez étonnée, c'est cette disparition des femmes du marché de l'emploi quand il y a eu une réapparition de nouveaux hommes bruxellois sur le marché de l'emploi. Et en fait, quand on analyse les différentes données et quand on voit les différentes interprétations des structures qui ont produit ces données, je pense notamment à l'ONEM et à StatDel, eh bien, c'est le travail du care, ce qu'on nomme le travail du care, c'est-à-dire le travail du soin à l'autre, qui va retenir, malgré elles, les femmes dans l'espace domestique. Et donc, grosso modo, ces femmes sont restées à la maison pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des personnes malades. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve au niveau fédéral également. Et donc, il y a d'autres études qui ont été conduites cette fois-ci pour la Belgique et qui ont pointé exactement le même phénomène. On voit aussi que 70% des personnes qui ont pris un congé Corona, donc pour s'occuper majoritairement des enfants lorsque l'école était fermée, ce sont les femmes. Effectivement. Alors, autant le chiffre en soi ne m'a pas étonnée, puisque voilà, moi j'ai travaillé dans le terrain pendant des années au niveau des questions de genre. Par contre, ce qui m'a fortement étonnée, mais vraiment là pour le coup fortement étonnée, c'est la récurrence chirurgicale de ce ratio, 30, 70, 30. Vous le retrouvez dans tous les types de congés pris pour le soin à l'autre, donc les enfants en temps normal, les enfants en temps corona, mais également dans le soin apporté aux personnes malades, et que ce soit dans le privé ou dans le public. Et cette régularité du chiffre, là, ça nous dit qu'on est sur une tendance de société massive, et ça nous dit aussi le caractère traditionnel de la répartition des rôles. Quand il faut sacrifier l'emploi, eh bien, c'est les femmes qui doivent le faire, et c'est les constats que faisait l'ONEM notamment dans ses analyses. Alors, il n'y a pas que la répartition des tâches aussi qui peut conduire à ça, il y a aussi la question du salaire. Si la femme est moins payée, le ménage va perdre moins d'argent avec ce travail, ce chômage Corona. Effectivement, donc ça c'est un des autres éléments entre guillemets traditionnels de je dirais le traitement du travail au sein du couple. On va exactement sacrifier le travail qui est le plus précaire, ou en tout cas qui rapporte moins, et on sait que structurellement ça va être les femmes qui occuperont cette place-là avec des temps partiels, avec des plus petits salaires. Et donc, quand on sacrifie, eh bien, on sacrifie la carrière des femmes. Le souci, c'est que ça les met plus à risque de paupérisation, puisque ça veut dire qu'elles cotisent moins pour leur pension. Ça veut dire que si jamais il y a un divorce, c'est elles qui vont se retrouver avec des allocations sociales beaucoup plus petites, moins de possibilités de retrouver un logement de même qualité. Et du coup, c'est un calcul qu'on peut comprendre rationnel au moment où on le fait, mais en termes d'égalité des genres, c'est un risque quand même assez fort qui est mis sur les épaules des femmes. Justement, votre rapport, il parle aussi de la paupérisation. On sait que les familles monoparentales ont plus de risques de tomber dans cette pauvreté. Et à Bruxelles, 86% des familles monoparentales ont pour chef de ménage une femme. Est-ce que la crise, elle amplifie aussi ça?
Alors, le souci, c'est qu'on n'a pas trouvé de chiffres encore qui lient directement ce groupe avec une donnée en particulier qui montre une augmentation du risque de pauvreté. Par contre, tous les rapports, sans exception, le pointent comme l'un des groupes les plus vulnérables sur le plan social. C'est un groupe avec des taux de chômage plus importants, avec une rémunération plus faible, avec un chômage de longue durée, un groupe qui se retrouve beaucoup plus allocataire social, qui demande beaucoup plus d'aide. Alors malheureusement, il y a un autre domaine dans lequel, là par contre, on a des données, c'est l'augmentation des violences conjugales et intrafamiliales. Là aussi, la pandémie, c'est quelque chose, et le confinement surtout, c'est quelque chose qui a renforcé cette problématique. Dans votre rapport, vous donnez des pistes de solutions. Comment on peut mieux lutter contre ces violences? Bah, effectivement, quand on voit une augmentation des chiffres qui sont rapportés, donc la zone de police de Uccle, Watermal et Oderghem, Watermal-Boisfort, on est à plus 30% de cas de violence entre partenaires qui ont été rapportés à la police. La ligne écoute violence conjugale explique que 92% des personnes qui ont appelé durant la crise, enfin, les victimes de situations de violence durant la crise étaient des femmes. Quand on voit le caractère massif de ce type de violence-là, on se dit, bon, faut prendre acte. En fait, c'est honnêtement la pérennisation de tous les protocoles et de tous les dispositifs qui permettent de protéger ces personnes-là. Aujourd'hui, votre rapport, il y a 19 recommandations. Vous en espérez quoi? Alors moi, personnellement, j'en espère que les personnes qui détiennent aujourd'hui les clés de notre société pour un lendemain meilleur prennent la mesure qu'on est dans une société vraiment inégalitaire. Une société où il y a des personnes qui sont en grande souffrance. Et ces personnes, ce sont des femmes, mais pas que. Les personnes qui sont donc, on va dire la communauté LGBTQIA+, c'est des personnes qui sont à fort risque de troubles de santé mentale par rapport justement à des violences dont on ne dit pas le nom. Je pense notamment aux travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes qui sont d'origine étrangère, les personnes migrantes, les personnes sans abri, donc toutes les personnes qui sont dans des situations de grande marginalité. Moi, j'espérerais vraiment que les personnes qui ont justement les clés pour reconstruire un lendemain meilleur prennent conscience de la situation. Asina Sema, je rappelle que vous êtes experte en diversité et en genre. Merci pour cet entretien.